Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité Pierre Mazot. Bonjour. Bonjour. Alors, votre vie, votre parcours fait de vous une figure de la République, un acteur de la Ve République. Vous avez connu tous les présidents depuis De Gaulle. Vous avez été ministre des Sports sous Pompidou et Giscard, député, président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques et vous êtes aussi un alpiniste émérite. Vous avez dirigé la première expédition française qui a réussi à gravir l'Everest, dont vous avez atteint le sommet. C'était le 15 octobre 1978. Est-ce juste de dire que vous avez baigné dans votre enfance dans une ambiance tant sportive qu'intellectuelle, Pierre Mazot? Oui, c'est vrai que à Grenoble, où mon père était magistrat, mais il s'occupait beaucoup de ses enfants, donc de moi-même, et on a fait beaucoup de sport. C'est ce qui m'a amené peu à peu à la montagne. Et puis effectivement, il me faisait travailler aussi, parce que j'étais pas un excellent élève, c'est le moins qu'on puisse dire, et je préférais aller encore une fois en montagne, me promener, plutôt que suivre de très près mes études de latin ou de grec. Alors, études de latin et grec, sport, sans la pratique du sport, sans l'amour du sport et de l'alpinisme, est-ce que vous auriez été le même homme? Est-ce que vous auriez eu le même parcours, Pierre Mazot? Je ne sais pas si j'aurais le même parcours, mais ce que je peux dire, c'est que je suis heureux du parcours que j'ai eu, dans la mesure où j'ai quand même eu beaucoup de chance qui m'a précisément permis d'avoir ce parcours. Alors, et comment le ski et l'alpinisme sont entrés dans votre vie, Pierre Mazot? J'habitais Grenoble. Alors, c'est une ville de montagne que j'aime beaucoup. J'étais encore enfant, j'ai commencé à faire du ski. Et puis, je vous répète que mes promenades en montagne, c'était des promenades dans des sentiers, mais m'ont amené peu à peu à avoir le désir de monter plus haut et puis de gravir les montagnes. Et alors, autour de vous, il y a eu des drames en montagne? Oui, j'en ai connu, hélas, beaucoup. J'ai perdu énormément d'amis, des alpinistes du monde entier, quelle que soit leur nationalité. On était une grande famille. Et j'ai donc été touché particulièrement dans des drames comme ceux que j'ai vécus moi-même. On le sait bien, ou du moins ceux qui connaissent l'histoire de la montagne, le drame du pilier du Fresnay au Mont-Blanc, où 4 de mes amis sont morts, quoi. Et quand on a des amis qui meurent comme ça à côté de soi en montagne, quand on a des amis qui meurent comme ça à côté de soi en montagne, est-ce qu'on reste le même homme ensuite? On est marqué indéfiniment. Je vous dirais que j'y pense, je peux pas dire tous les jours, ça serait un pieux mensonge, mais j'y pense très souvent. Parce que c'est des jeunes que je n'ai pas vu grandir, quoi. Ouais. Ils sont morts à moins de 30 ans, à 20 ans même pour l'un. Enfin, tout ça, c'est des drames, mais qui m'offrent un certain nombre de souvenirs, même ces souvenirs particulièrement douloureux. C'est quand même une partie de ma vie qui a vécu ces drames, mais finalement, il y a beaucoup de bonheur au travers des souvenirs. Beaucoup de bonheur au travers des souvenirs, beaucoup de bonheur dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez préféré dans votre vie? C'est vos réussites en montagne? Qu'est-ce que vous avez préféré dans votre vie, Pierre Mazot? Vos réussites en montagne ou celles en politique? On n'est pas sur les mêmes terrains tout à fait. Oui, mais bon, il y a peut-être... Mais je dois dire que j'ai aimé les deux. Ouais. Mais disons que il y a quand même quelque chose qui rapproche dans votre question que vous posez, c'est que en réalité, dans les combats en montagne, comme les combats en politique, on veut gagner. Je dirais plus volontiers en ce qui concerne la politique, c'est défendre en gagnant ses propres convictions. Donc c'est le lien entre l'alpinisme et la politique? Oui, est-ce qu'on peut parler d'un lien? Mais je veux dire qu'il y a une même recherche. Ouais. Une même recherche. Une même recherche. Et alors, vous avez été passionné d'alpinisme, de droit, de politique et aussi, on va dire, des choses de la vie, la bouffe. Vous avez été passionné de l'alpinisme, du droit, de la politique et des choses de la vie, la bonne bouffe et la drague aussi. Oui, j'ai aimé la vie, quoi. Il faut dire ce qui est, c'est vrai. Bon, sur la bonne bouffe, oui, bon, je préfère bien manger que de manger des saloperies, mais... La drague. Oui, bon, c'est...
On était dans un monde où je dis pas que tout était permis, mais on n'était pas emmerdé aujourd'hui comme peuvent l'être les jeunes de 30 ans. Parce que la vague MeToo, c'est pas vous, ça. Moi, j'ai beaucoup aimé un papier de cette grande actrice française qui avait dit, au moment où le féminisme débutait, etc., qu'elle aimait bien draguer. Bah oui, la drague, c'était... Bon, on était étudiants, c'était normal, quoi. En plus... on quittait le lycée, on quittait le secondaire. Alors à la faculté, on retrouvait des jeunes femmes et tout ça. C'était sympathique, quoi. Puis ça fait partie de la vie. Ouais. Et alors, puisque vous êtes juriste, un homme de droit, est-ce que vous considérez que la justice doit être rendue sur les réseaux sociaux ? J'entends mal. Puisque vous êtes un homme de droit, oui. Un homme de droit, un juriste, est-ce que vous considérez que la justice doit être rendue, peut être rendue sur les réseaux sociaux, par la presse, sur la place publique ? Et là, je fais une allusion à MeToo. Oui, je vais vous dire, on change de monde. Ouais. Et on est dans un monde qui ne me plaît pas du tout. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Ah. Parce que ce recours aujourd'hui aux réseaux sociaux, où on peut dire tout et n'importe quoi, c'est inadmissible. J'allais presque dire par là même, toute vie privée est interdite dans la mesure où n'importe qui peut dire que vous avez une autre vie que votre vie privée. On arrive dans des situations qui sont totalement impossibles. Bon, c'est admis aujourd'hui, tout le monde considère que les réseaux sociaux sont là, et en réalité, ça pose un problème, je veux dire, à de vrais journalistes, dans la mesure où aujourd'hui, pour savoir ce qui se passe, on appuie plutôt sur son smartphone pour connaître ce que disent les réseaux sociaux, plutôt que de lire la presse. Plutôt que la lecture. Alors, votre parcours politique est singulier parce que vous, le gaulliste, vous avez commencé par être anarchiste. Vous, le gaulliste, vous avez commencé par être anarchiste. Et ensuite, vous avez été anarchiste quoi ? Par sens de la révolte ou par sens de la justice ? Ah, j'avais mal compris le mot anarchiste, anarchiste oui. J'avais créé les jeunes anarchistes, liés naturellement au parti libertaire, auquel j'ai donc appartenu, et dans le journal duquel j'ai écrit à peu près chaque semaine, mais il y a très longtemps. Mais je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner. J'ai aimé beaucoup cette époque, et j'en ai gardé toujours dans mes propres réactions politiques. J'ai toujours cet élément de liberté profonde à laquelle je suis attaché d'une façon rigoureuse. J'avais découvert cette notion de liberté dans le mouvement libertaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans 2 mois, vous allez avoir 96 ans. Oui. Vous êtes toujours anarchiste, dans l'âme ? Je le reste. Ouais. Je le reste. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir été dans des formations politiques lorsque j'ai été élu, qui étaient des formations politiques éloignées du monde libertaire. Ouais. Mais j'emporte avec moi du monde libertaire un certain nombre de réactions qui sont liées à la liberté et auxquelles je suis toujours très profondément attaché. Parce que vos articles de l'époque, publiés justement dans vos articles de l'époque, publiés dans le Libertaire, sont violemment anti-gaullistes. Violemment anti-gaullistes. Les gaullistes dans le Libertaire ont même souvent ou parfois été qualifiés de fascistes, et le parti de Gaulle, le RPF, est accusé d'avoir des slogans pourris. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette révélation gaulliste en vous ? Comment on passe de l'anarchisme au gaullisme ? Moi, parce que j'ai trouvé que déjà la situation au début de l'affaire algérienne, etc., posait problème, et que celui qui a pu les résoudre, c'est le général. Et puis quand même l'histoire de France nous montre que le général un jour nous avait appris, c'est une leçon au monde entier, nous avait appris ce que signifie de dire non. Et lui, c'est juin 40. Pour moi, c'est un acte politique considérable, avec les effets qu'on a connus, qui ont amené effectivement la Ve République, où j'étais en tous les cas heureux de voir ce qui se passait. On avait des hommes d'État et qui n'avaient comme unique souci, c'était le développement au mieux de notre pays et le bonheur des gens, des Françaises et des Français. Ceci étant,
Évidemment, le monde change, les époques ne sont plus les mêmes. Et aujourd'hui, si vous me posez la question sur ce que je pense de la situation à l'heure actuelle, je vous dirais qu'elle est affligeante et que je suis profondément peiné de ce qui s'y passe. On va en parler. Mais d'abord, votre parcours. Mais parlez plus fort. Oui, votre parcours. C'est important de parler de votre parcours. Parce qu'en fait, rien ne vous prédestinait, vous l'insoumis, à faire de la politique. La logique aurait été que vous soyez professeur de droit dans la lignée de vos deux oncles, Henri et Léon Mazot. C'est juste ? Hein, vous auriez dû être professeur de droit comme vos oncles. Oui, j'avais envisagé l'agrégation. Ouais. Et puis j'ai arrêté et je me suis présenté au concours de la magistrature à cause de la montagne. Parce que c'était l'époque où je faisais pas mal de montagnes, j'avais un certain nombre de réussites qui m'ont permis de me développer dans d'autres régions du monde, toujours pour la montagne. Et par là même, j'ai plus suivi les cours d'agrégation et donc je me suis présenté au concours de la magistrature. Mais bon, j'ai continué à faire du droit dans ma vie, c'était une passion. J'ai même... Une chose qui est un peu amusante, j'étais un peu un spécialiste, c'est beaucoup dire, mais je faisais que du droit privé, notamment ayant été magistrat, et puis je me suis mis au droit public, puisque j'ai été au Conseil d'État, et par la suite, j'ai été au Conseil constitutionnel. Alors, on va en parler justement, mais comment l'anarchiste que vous êtes, l'anarchiste que vous étiez, s'est mis au service du général de Gaulle? Comment ça s'est passé? Mais le général de Gaulle, il n'était pas dans un parti. Ouais. Le général de Gaulle, il était pour la liberté. D'ailleurs, il l'avait démontré pour lui-même et pour le pays tout entier. Moi, c'était un homme, et je suis encore profondément gaulliste, attaché par ce qu'il a fait dans sa vie. C'est tout à fait extraordinaire. Et on en parlera peut-être tout à l'heure si vous me faites parler un petit peu de la situation internationale. Mais quand je vois le rejet de l'Europe par les États-Unis, et notamment le rejet de la France, eh bien, qu'on me permette de me faire peut-être par là même un parallèle avec l'historien Branca, dans son livre L'ami américain, les États-Unis, notamment sous l'époque de Roosevelt, détestaient De Gaulle et détestaient la France. Mais de toute façon, les États-Unis, ça a toujours été compliqué. Alors, De Gaulle, vous lui avez dit à De Gaulle, vous l'avez rencontré à 2 reprises, et vous lui avez dit... 2 reprises, seul, en tête à tête. Et la première fois, c'était à la demande, je crois, de Debré, vous lui dites, vous êtes contre l'élection du président de la République au suffrage universel. Bien sûr, c'est Comment une ça ineptie. s'est passé, cette rencontre? C'est une ineptie et une erreur. Évidemment, tout le monde était d'accord, c'est fantastique, on va pouvoir être à l'origine de celui qui va présider aux destinées de la France. Mais on ne s'est pas rendu compte que par là même, notre système de 1958, ou un système où il y a un exécutif et un législatif, chacun, dans la Constitution de 58, avait ses propres prérogatives. En arrivant avec un président de la République, ça va changer profondément les choses. Et en réalité, pas pour le général de Gaulle lui-même, qui a respecté la Constitution de 1958, malgré sa grande erreur de 62, c'est-à-dire la présidentielle. Il considérait qu'il y avait un gouvernement, et il considérait que les ministres avaient un rôle. Tandis que peu à peu, au fur et à mesure, le président de la République a pris de plus en plus de prérogatives et de pouvoirs, qui lui ont été d'ailleurs accepté, reconnu et même donné par l'opinion publique en disant c'est le président de la République. Alors aujourd'hui, on ne demande plus aux ministres compétents de nous résoudre le problème qu'on a, on s'adresse au président de la République. C'est le président de la République qui est à la tête de tout. Alors vous parliez... Non. Ouais. Donc 28 septembre 62, référendum sur la présidence de la République. Oui. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, 63 ans après, que ce choix d'élection du président de la République au suffrage universel a été une faute, une erreur? Oui. Oui, quoi? Et je le dis toujours. D'ailleurs, on le voit de plus en plus. Est-ce qu'aujourd'hui, où on est dans une situation politique vraiment dramatique, on s'aperçoit que les hommes politiques, du moins ceux qui se prétendent l'être, ils ont tous qu'une vue. C'est 2027.
les élections présidentielles prochaines. Ouais. Alors, il faut quand même pas exagérer. Est-ce qu'il y a que ça qui compte? Alors, on me dit, ah, mais Mazo, c'est là que les Français sont les plus intéressés, ils votent tous. C'est pas vrai. Regardons un peu les dernières élections présidentielles. Il y a autant d'abstention que dans les autres élections comme législatives. Alors, ça veut dire que ils en ont marre, les Français, de cette élection, en réalité. Mais vous convenez qu'on reviendra jamais en arrière? Moi, je vais vous dire, je ne conviens jamais de rien d'une façon définitive. Je suis sûr que quand j'ai dit ça, mes amis gaullistes m'ont dit « Mais Pierre, tu peux pas dire ça, enfin, quand même, le général. Les professeurs de droit, tout ça, disaient, et les juristes, c'est remarquable, le général nous donne la possibilité de choisir celui qui va tout faire. » Eh bien, aujourd'hui, il commence à changer. Quand je vois le nombre de bons juristes qui disent « Mazo, on a tous dit qu'il avait tort », de soutenir que l'élection présidentielle était une erreur grave, eh bien aujourd'hui on s'en aperçoit. Quand vous lui avez dit au général de Gaulle que vous vouliez pas de ça, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Le général, il m'a dit tout simplement, Mazo, je dois dire qu'il connaissait ma famille, Mazo, je suis au courant de ce que vous faites. Il le savait notamment par Michel Debré, bien sûr. Mais ma décision n'est pas encore tout à fait prise. Mais enfin, je l'apprendrai d'ici quelques mois. Bon, eh ben, je dis au revoir au général et j'ai compris qu'il y allait. J'ai été un peu peiné. Et je dis voir Michel Debré et je lui ai dit, et Michel m'a dit, Pierre, on va voir, mais naturellement, si le général se maintient, eh bien, on aura d'abord le premier souci, celui de la fidélité. Et c'est pour ça que j'ai voté. Vous avez voté. Alors, les présidents se sont succédés. Pompidou vous nommera au sport en 73. Quel souvenir vous avez de lui, de Georges Pompidou? Ah, moi, je l'aimais beaucoup. Ouais. Et je veux dire que je faisais Parce que parmi les auditeurs qui nous écoutent... Comment? Parmi les auditeurs qui nous écoutent, peu ont connu Pompidou, peu savent qui était Pompidou. Oh, c'était un homme remarquable. Ouais. Et qui aimait la France. Et qui a été très attaché, malgré ce que certains ont pu dire, et notamment Tricot, je le regrette, qui avait été secrétaire général de l'Élysée. Pompidou avait comment dirais-je, une reconnaissance considérable au général. Bon, certes, Pompidou ne faisait pas partie des cadres de la Résistance ou de la France libre, mais le général de Gaulle avait été très attaché. Et Pompidou lui en avait toujours un immense remerciement. Et Pompidou a été un bon président de la République. Hélas, les ennuis de santé qu'il a eus nous l'ont enlevé trop tôt, mais il a été un président de la République tout à fait remarquable. Après Pompidou, Giscard. Bon, Giscard, je le connaissais assez bien, moins que Pompidou, il est vrai, mais enfin, je l'ai bien connu parce que je lui ai fait faire des choses en ski, parce qu'il faisait pas mal de ski. Je lui ai fait faire le Mont Blanc à ski. Il en était très heureux. Bon, moi aussi d'ailleurs. Bon, mais non, j'avais de la sympathie pour Giscard, mais je ne partageais pas tout à fait ses points de vue, et notamment, nous commencions les grandes batailles sur l'Europe, où des gens comme moi, mais des gens comme Chevènement et d'autres, se battaient parce que nous considérions que c'était une erreur. Et aujourd'hui, on s'aperçoit un petit peu de la situation de l'Europe, mais enfin, c'est autre chose. On va en parler, mais d'abord, je me posais une question. Vous n'aimez pas beaucoup les centristes. Non. Est-ce que cette quasi-haine vis-à-vis des centristes, elle remonte à l'ère Giscard? Non. Les centristes, je les aime pas parce que j'ai toujours dit qu'ils n'ont pas de conviction. Comment? Je l'avais dit à une émission qui s'appelait 7 sur 7. Une des dernières émissions d'ailleurs qui avait été faite. C'était le samedi soir, si mes souvenirs sont exacts, ou le dimanche soir. Anne Sinclair. Anne Sinclair, que j'aime beaucoup. Et Anne Sinclair m'avait dit, mais vous n'aimez pas les centristes parce qu'ils ont facilité ou permis ou voulu le départ du général. Je leur dis, il y aurait que cet élément, ça suffirait pour que je ne les aime pas. Mais je ne les aime pas parce qu'ils n'ont pas de conviction. Ils n'ont pas de conviction. Un jour, ils vont à gauche, un jour, ils vont à droite. François Bayrou. Écoutez, je ne me parlez pas de François Bayrou. Mais quand même, hein. Bon, il est Premier ministre, mais vous n'en parlerez plus dans un mois, il n'y sera plus, ou dans 2 mois, il n'y sera plus. Bref. C'est fini. Mais vous n'avez pas d'estime pour lui? Non, je n'ai aucune estime. Je l'ai vécu à l'Assemblée nationale. Je dois dire, bien qu'évidemment, il soutienne le contraire, il a le droit. Mais
c'est pas un homme d'État comme je l'entends en tant que gaulliste. Ouais. Mais pourtant, il est Premier ministre, comme vous le dites. Bah, il est Premier ministre, oui. C'est pas lui qui l'a voulu. C'est peut-être aussi d'une façon un peu éhontée quand il est allé dans le bureau du président de la République en disant à M. Macron, si maintenant, après le départ de Barnier, vous ne me prenez pas comme Premier ministre, je ne serai plus votre ami. Non. Je sais pas s'il a dit si M. Macron avait eu conscience de ce que venait de dire M. Bayrou, il leur aurait dit regardez où est ma porte et prenez la porte. Alors, il compte quand même donc dans la vie politique d'aujourd'hui. Et puis. Qui compte et quelque part, il dit la vérité aux Français. Quand il parle de l'état de la France, de l'état des finances. Mais il fait rien pour la changer. Mais il propose des choses. Il faut qu'il soit écouté par les autres partis politiques. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, je sais pas. Un conclave? Il dit les choses. Mais il dit quoi? Il faut faire des économies. Il a tort? Alors, il n'y a pas un grand texte qui était à l'Assemblée nationale, il n'y a que des propositions un peu ridicules qui sont prises d'ailleurs par les formations politiques. Mais vraiment, depuis qu'il est là, est-ce qu'on a eu de grands textes? Alors qu'il nous avait expliqué, à une époque où il pensait d'ailleurs encore être un jour président de la République, il nous avait expliqué qu'il ferait de grandes choses. En réalité, il ne fait pas grand-chose. Alors, on parlait de Giscard, c'est pour ça que j'ai posé ces questions sur François Bayrou. Le 10 mai 81. Comment? Le 10 mai 81, l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée, ça a été un choc pour vous ou pas? Un choc, évidemment, c'était pas tout à fait, ça ne correspondait pas à mes idées, à mes propres idées. Mais j'ai reconnu en François Mitterrand, que j'ai connu un peu, qui je crois m'appréciait, bien que n'étant pas socialiste. Il connaissait peut-être mon ancien parcours, je n'en sais rien. Mais j'ai eu des conversations avec lui qui étaient quand même fort intéressantes. D'un haut niveau? Oui, en plus, il avait une très grande culture. C'était un homme... un peu comme Pompidou, d'ailleurs. Hein. Oui, d'autant plus que c'était sur le littéraire, l'un comme l'autre. D'ailleurs, Pompidou avait fait Normal Sup, mais Mitterrand avait lu beaucoup. Et c'est sûr que Mitterrand avait une grande culture. Moi, ça me fait plaisir de voir des présidents de la République qui ont une très grande culture. Comme Emmanuel Macron. On en parlera après. Macron, certes, n'est pas un homme qui ne soit pas cultivé, il est très cultivé. Il a surtout une très grande intelligence. Mais moi, je suis peut-être un homme excessif, mais l'intelligence, ça ne me suffit pas, moi. Et l'intelligence, uniquement l'intelligence pour gouverner un pays comme la France, on en voit les résultats actuels. Moi, ce qui m'intéresse chez les hommes politiques, c'est certes de ne pas être idiot, mais c'est d'avoir du bon sens. Il l'a pas, Macron? Il n'avait pas cette expérience qui permet de connaître le bon sens. Il ne connaissait pas. Il n'avait pas eu de mandat avant. Il ne connaissait pas la vie politique comme quelqu'un qui prétend être un jour président de la République doit la connaître. Et ça lui manque? Ça lui a manqué? Comment? Ça lui manque? Ça lui a manqué? Hein? Ça lui manque? Ah ben, je maintiens que c'est ce qui me permet de dire qu'il est très intelligent, je le connais un petit peu, il est très intelligent, mais il n'avait pas cette expérience politique qui est importante quand même pour diriger un pays comme la France. Le bon sens. Votre ami Jacques Chirac, comme vous disiez, il l'avait? Ah oui, moi j'estime que Jacques avait du bon sens, mais j'étais un de ceux qui étaient capables de dire à Chirac, non, fais pas ça. Maintenant... Sur la dissolution, il ne vous a pas écouté? 97. Hélas. Hein? Non, mais j'ai fermé la porte. Quand on a eu la discussion sur la dissolution, j'ai quitté son bureau, j'ai fermé la porte en lui disant, Jacques, comme d'habitude, tu prends ta décision et tu feras ce que tu voudras, mais souviens-toi que c'est une erreur. Et c'est une erreur. C'est une dissolution que j'ai appelée de convenance. Or, quand on dissout de convenance pour son propre statut et donc maintenir une majorité, ou chercher une majorité au travers de la dissolution, si on n'obtient pas ce qu'on recherche, on doit s'en aller. Et vous dites la même chose à Emmanuel Macron pour la dissolution de C'est ce que j'ai dit le lendemain à M. Macron. Je ne m'adresse pas directement à lui. J'ai du respect, il est président de la République, mais c'est ce que j'avais dit dans la presse. J'estime qu'un président qui dissout et qui fait notamment une dissolution de convenance, eh bien, s'il ne réussit pas son opération, il doit s'en aller. Il aurait dû partir? Mais bien sûr. Alors, vous êtes l'un des rares survivants à avoir connu les 7 présidents de la 5e. Absolument. Est-ce qu'il y a des points communs entre De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, on n'a pas parlé de Sarkozy, et Macron? Bon, écoutez, chacun sont des hommes différents et l'ont prouvé, y compris
dans la vie politique qu'ils étaient amenés à conduire en fonction de la situation du monde et notamment de la situation européenne, voire de la situation de notre propre pays. Je peux difficilement les comparer. Non mais un point commun peut-être. Bon, je pense que les uns et les autres aimaient leur pays, aimaient la France. Je reconnais à Sarkozy qu'il aimait son pays. Enfin, je ne veux pas comparer M. Sarkozy, je ne parle pas du général, personne ne peut se comparer à lui, mais même à Pompidou, bon, c'est différent. C'est différent. Alors, vous disiez tout à l'heure... Mais moi, je préfère Pompidou. Vous disiez tout à l'heure, il faut qu'on parle de la France d'aujourd'hui. L'état de la France de 2025, elle vous inspire quoi? Est-ce qu'elle vous rend triste? Oui, je suis très triste et je suis particulièrement affligé. Parce que vraiment... les choses ne vont pas. Écoutez, la France n'est plus le grand pays qu'il a encore été grâce au général de Gaulle, où le monde entier écoutait à la radio ou ailleurs le général de Gaulle quand il prenait la parole. Aujourd'hui, même notre président de la République, M. Macron, quand il fait un discours, comme au G7 ou ailleurs, les journalistes qui sont là dans la salle de réunion où il va faire une conférence de presse, quittent la conférence de presse. La France n'est plus reconnue comme un grand pays. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à ceux qui nous dirigent? C'est la situation aux journalistes politique, ou aux Français? c'est la situation politique qui fait que la France est aujourd'hui, je ne veux pas dire au plus bas, mais se trouve dans une situation qui, encore une fois, est profondément affligeante. Je sais bien qu'elle l'est pour des hommes comme moi, qui peuvent dire, ce que je ne dis pas toujours d'ailleurs moi-même, à de mon temps c'était mieux. Je ne veux pas comparer les situations, elles ne sont pas comparables. Mais c'est vrai qu'avant, on avait, reconnaissez-les tous, même les hommes politiques d'aujourd'hui doivent le reconnaître, on avait des hommes d'autorité, on avait des hommes... Donc, ils savaient parler dans le sens de l'intérêt général. C'est plus le cas? Or, aujourd'hui, l'intérêt général... Non, on veut parler plutôt d'état de droit sans savoir de quoi on parle d'ailleurs, mais l'intérêt général n'est pas la première ligne de leur discours politique. Or, à mon avis, c'est ça le drame. Et on voit bien ce qui se passe à l'heure actuelle, où on retrouve le combat un peu tragicomique des partis politiques entre le centre, entre monsieur de LFI, Mélenchon, Madame Le Pen, etc., tout ça. Et alors, puisque vous dites, la France, la vie politique, les politiques sont plus les mêmes aujourd'hui qu'hier. Alain Peyrefitte, 76, il parlait déjà de mal français en 76. Oui. Est-ce que le mal français est incurable? Et c'est quoi le mal français aujourd'hui? Le mal français. Il n'est pas incurable dans la mesure où, si vous faites appel à l'époque de Peyrefitte, où quand même, Peyrefitte a connu le père du général de Gaulle, et par là même, on s'aperçoit que les mal français n'étaient pas incurables. On peut avoir des hommes politiques, des grands hommes, qui peuvent remonter la pente. Alors, il y a tout à faire. D'abord le pays, ensuite l'Europe, qui ne va pas. Enfin, on le voit dans les grands débats à l'heure actuelle, qui dépassent d'ailleurs notre seul pays, la France. Mais quand on voit l'histoire de l'Ukraine ou en Europe, tout le monde n'est pas d'accord, etc., on s'aperçoit bien que les choses ne vont pas. Qu'est-ce qui ne va pas en Europe? Qu'est-ce qui va en Europe? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est qu'il n'y a pas d'unité, et qu'en réalité... Sur l'Ukraine, par exemple. Le tort, c'est qu'on a permis, dans la construction européenne, que les pays abandonnent leur souveraineté. Or, l'essentiel, c'est la souveraineté qui est tenue par le peuple et uniquement par le peuple. Or, on a abandonné des choses étonnantes. Quand je vois que sur l'histoire de l'audiovisuel, où on voudrait peut-être supprimer les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, etc. C'est une bonne idée ou pas, ça? Oui, c'est une bonne idée, mais on nous explique que les décrets d'application ne sont pas encore sortis d'un texte voté il y a 5 ans, parce que c'est sous la coupe de l'Europe. Alors, si l'abandon de notre souveraineté va jusque-là de ne pas défendre nos enfants de moins de 15 ans pour éviter de les voir dans des vidéos pornographiques ou autres, moi ça me nave profondément. L'Europe, oui, qu'il y ait des alliances, qu'il y ait un traité avec les pays européens, et notamment souvent sur le plan bilatéral. Mais l'Europe, à l'heure actuelle, on voit bien que ça ne marche pas. Alors vous êtes un gaulliste, un enfant de la République, et quelque part,
un enfant de la résistance. L'après 7 octobre, l'après-pogrom du Hamas du 7 octobre a débouché sur une vague d'antisémitisme sans précédent. Et vous parliez tout à l'heure de lui, Jean-Luc Mélenchon et ses amis de LFI multiplient depuis des années, singulièrement depuis le 7 octobre, les déclarations... Parlez plus fort, moi. Mélenchon et l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je suis pas... Vous constatez ou pas? Oui, je le constate que LFI, Mme Panot et d'autres, Mélenchon lui-même, etc., tombent dans l'antisémitisme. En fonction de la recherche qu'ils ont de leur propre électorat, tout ça est totalement absurde et scandaleux. Quand Gage dit, Jérôme Gage, Mélenchon est un salopard antisémite, il a raison? Sur le mot salopard, ouais. D'ailleurs, il l'a retiré. Il est revenu en arrière. Bon, il l'a retiré. Mais sans ça, il a raison. Et je veux dire que ce parti, avec les élus qu'il a à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale, un trop grand nombre sont antisémites. Mais non, abandonnons tout racisme, vraiment, bien merde. Sûr. Et qu'est-ce que ça dit de l'état de la gauche? Bon, écoutez, l'état de la gauche aujourd'hui, en dehors de M. Mélenchon, si on le juge par le nombre d'élections et d'électorats et de voix qu'il est susceptible d'avoir, mais l'état de la gauche, il est bien mal. Le Parti socialiste, on vient de voir son congrès, c'est pas une réussite extraordinaire. Et quant à l'état de la droite, qu'on me permette de dire, c'est pas mieux. Non, mais je vous dis, sur l'antisémitisme de LFI, qu'est-ce que ça dit de l'état de la gauche? Comment l'antisémitisme aujourd'hui peut devenir une caractéristique? Écoutez, on va voir dans les alliances qu'ils auront. Ouais. Est-ce qu'on retrouvera encore un certain nombre de partis de gauche qui pourraient avoir des bonnes élections législatives lorsqu'il y aura une dissolution ou qu'on arrivera à la fin du mandat actuel? On verra si pour les législatives, il y aura encore les accords entre, par exemple, les écologistes et LFI. On va le voir. Mais également de la part des socialistes. Est-ce que M. Faure, qui est réélu comme premier secrétaire du Parti socialiste, va à nouveau aller serrer la main de Mélenchon pour avoir un certain nombre de membres aux législatives, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale? Voilà. Mais non, il faut toujours attacher à ses convictions. Seules ses convictions doivent l'emporter. Et on ne doit pas aller faire des alliances ici comme ça, contre nature. Et contre nature de la part du Parti socialiste, qu'on me permette de le dire, il y a eu des grands socialistes comme Blum et tout ça. Alors quand je vois que M. Faure fait des alliances avec LFI et avec M. Mélenchon antisémite, je dis on est quand même loin du grand Parti socialiste. Ah, vous dites quand même Mélenchon antisémite? Vous dites M. Mélenchon antisémite. Je vous l'ai dit il y a tout à l'heure. Vous voulez me faire dire une troisième fois? Je vous le dis. Alors, vous avez connu aussi dans votre parcours... lequel Mélenchon, je l'ai connu à une époque, parce qu'il avait été secrétaire d'État, etc. Je l'ai connu comme député, où il n'avait pas ses idées. C'est venu depuis pour une raison d'électeur. Alors, vous avez connu aussi, vous savez qui? Qui? Dominique de Villepin. Je l'ai connu quand il était secrétaire général de l'Élysée et quand il était donc ministre des Affaires étrangères, où d'ailleurs il m'avait chargé d'une tâche un peu difficile. Je crois qu'on avait réussi d'ailleurs. C'était les accords de Marcoussis de la Côte d'Ivoire, où j'avais réglé ça alors que j'étais au Conseil constitutionnel. Mais il avait demandé à Chirac à ce que je m'en occupe moi-même, et je m'en étais très bien occupé, enfin du moins avec mon équipe, et on avait réussi ces accords. C'est le digne héritier de... Dominique de Villepin, c'est le digne héritier de Jacques Chirac et du gaullisme? Comment? C'est le digne héritier, Dominique de Villepin, de Jacques Chirac et du gaullisme? Il s'entendait bien avec Chirac dans la mesure où Chirac l'avait choisi comme secrétaire général de l'Élysée. Et puis après, il en a fait un ministre des Affaires étrangères. Et un Premier ministre. Et un Premier ministre. Mais c'est un petit peu... ça très bien... Moi, je peux comprendre que Chirac l'ait nommé, mais je trouve que aujourd'hui, quand on parle de Villepin, on ne parle pas tellement de cette période, on parle plutôt de son retour. Voilà. Puisqu'il annonce qu'il vient d'écrire un livre, enfin ça on va le savoir ce soir, puisqu'il sort demain matin, il vient d'écrire un livre, et en même temps, il crée un parti politique. Donc il veut être candidat à l'Élysée. Donc, d'ailleurs, il a dit qu'il préparait. Et alors, vous le voyez président ou pas? Non. S'il est candidat, vous voterez pour lui ou pas? Je vous dis que non, je ne le vois pas, donc a priori, je ne vais pas voter pour lui. Et pourquoi? Mais je ne vous dirai pas pour qui je vote. Non, mais je ne vous demande pas ça. Mais d'ailleurs, en réalité, je ne sais, je sais. Ouais. Mais
Je ne sais pas combien on aura de candidats. Et c'est pour ça que je suis contre l'élection présidentielle. Oui, mais bon, il y a une élection. Non, il va y en avoir autant à gauche qu'à droite. Mais pourquoi vous ne voulez pas voter pour Villepin? Pourquoi? Je veux dire qu'il a eu son époque, qu'aujourd'hui, il revient, il n'est plus le même homme, etc. Et puis, on ne l'a pas entendu pendant un certain nombre d'années où il a fait plutôt des affaires. Libre à lui d'en faire, c'est pas mon problème. On dit des affaires au Qatar, hein? Oui, bon, mais enfin, bon, peut-être d'avoir été ministre des Affaires étrangères, ça facilite un peu les choses. Je ne dis pas par là même qu'il y ait des conflits d'intérêts. Hein. Oui, pas du tout, je ne l'accuse pas. Mais enfin, je veux dire qu'il reste où il en était. Il a été inscrit au barreau, je crois, etc. Mais non, qu'il n'aille pas vers un échec, c'est pas la peine. Il a eu des moments heureux en politique, bon... Eh bien, qu'il n'aille pas vers un échec aujourd'hui, ça le rendrait malade. Et moi, je ne veux pas qu'il soit malade. Vous ne voulez pas qu'il soit malade. Mais certains voient une sorte d'axe. Quoi? Certains constatent une sorte d'axe Mélenchon-Villepin se constituer autour de la défense de Gaza, de la défense de l'Iran, du Hezbollah, contre Israël et aussi contre la laïcité à la française. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ouais. Je vois aussi dans la presse que certains disent il va demain serrer la main de Mélenchon et tout. Je ne le crois pas une seconde. Ils peuvent avoir des points de rencontre. En politique, on peut être d'avis différents sur le fond et avoir des points de rencontre. Non, ça, je n'en crois pas un mot. Mais il est plus apprécié à gauche qu'à droite. Hein. Est-ce qu'il est plus apprécié? Vous me faites dire quelque chose là, mais bon, il n'est pas beaucoup à droite, mais est-ce qu'il l'est à gauche? Je ne sais pas, je vous pose la question. Je ne sais pas. Par là même, je vous montre que votre question n'est pas la question qu'il faut poser. C'est quoi, la question qu'il faut poser et la réponse que vous pouvez apporter? Eh bien, je viens de vous dire, il n'est pas plus apprécié aujourd'hui par la gauche que par la droite. Et il y a quelqu'un, c'est quoi le portrait robot pour vous? Le portrait robot du prochain président de la République. Je ne dis pas le nom. Il faudrait qu'il le nom, je ne le dirai pas, d'ailleurs, comme on ne les connaît pas tous. D'ailleurs, je pourrais un jour vous poser la question, vous me répondriez comme je vous réponds. Ouais. On ne les connaît pas encore tous. Non, j'ai mes idées pour des gens qui sont des hommes d'État, qui l'ont prouvé au travers des mandats qu'ils occupent, ou qu'ils occuperaient, etc., qui s'intéressent au pays, à l'intérêt général. Édouard Philippe, il est un peu comme ça? Comment? Édouard Philippe, c'est quelqu'un que je connais un peu, en qui j'ai beaucoup de respect, dans la mesure où, en plus, il fait partie un petit peu de ceux qui reconnaissent à Michel Debré des grandes qualités d'homme d'État. Et, c'est un homme qui est un bon maire du Havre, qui vient en plus du Conseil d'État, ce qui lui permet d'avoir une bonne connaissance quand même de droit public et de la Constitution. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour lui, mais je ne vous dirai pas pour qui je voterai. Vous pourriez voter pour lui, quoi. Comment? Vous pourriez voter pour lui. Mais pourquoi les journalistes sont toujours là à savoir des choses qu'ils ils savent a priori qu'ils ne le sauront pas? Alors ils l'inventeront, bien sûr. Non, on n'invente rien. Je vous laisse inventer ce que vous voulez. Actualité, Pierre Mazeaud. L'Iran, les frappes israéliennes et américaines, elles vous ont paru justifiées ou pas? Écoutez, on est dans une tragédie. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de état de droit, ainsi de suite. Ouais. Oui, on est dans une tragédie. Moi, je n'aime pas les guerres. Et je dois dire que cette guerre a des conséquences qui sont dramatiques, tant pour Israël, bien sûr, que pour, puisque vous le citiez tout à l'heure, Gaza. Il faut que ça cesse. Alors c'est une tragédie, où d'ailleurs l'Europe ne joue aucun rôle, et on s'aperçoit aujourd'hui que cette tragédie a un petit peu d'air de comédie, c'est-à-dire de tragicomédie, dans la mesure où ça se passe entre le Premier ministre Israël et monsieur le président de la République des États-Unis. Le président des États-Unis. Où chacun se renvoie la balle en disant c'est moi qui l'ai fait, l'autre dit c'est moi qui l'ai fait. Ou sans moi tu l'aurais pas fait, sans moi tu l'aurais pas fait. Donc sur l'Iran, justifié ou pas ces frappes? Comment? Sur l'Iran. Oui, non, moi je suis tout à fait contre la guerre. Donc je préfère qu'on aille au bout de certaines concertations dans le cadre diplomatique. Mais hélas, je suis convaincu
qu'on rentre là aussi dans un monde nouveau où la consultation n'existe plus. C'est la force qui l'importe. La diplomatie, tout ça, tout le monde s'en fout. Enfin, je dis ça parce que je le pense profondément. Et je pense que c'est plutôt la force qui l'emporte. Or, il ne faut pas que ce soit la force. Non, mais est-ce que la force a été la raison? Bah écoutez, je regarde... A été raisonnable. Bah, la force... En Iran. Mais en Iran, je vous ai dit que, bon, ils l'ont fait. Peut-être qu'il y avait peut-être pas d'autres moyens, mais ça, je peux pas le dire parce que je ne sais pas où on en était sur la recherche de la bombe atomique. Il y a des discussions à l'heure actuelle où certains disent tout a été détruit, les autres disent rien du tout. Ou même l'Iran dit aujourd'hui, pour des raisons qui ne nous font pas suffisamment réfléchir, l'Iran dit depuis hier, ah oui, on a été très détruit. Bien sûr, c'est l'intérêt de dire ça, pour dire c'est pas la peine que vous continuiez à revenir puisque tout est foutu. Et comme ça, on va continuer à en faire. On va voir les choses autrement. Depuis 40 ans, 40 ans, oui. Les dirigeants iraniens affirment souhaiter détruire Israël à la manière d'Hitler qui avait promis l'extermination des Juifs. On n'a pas pris au sérieux. On a vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il ne fallait pas prendre l'Iran au sérieux? Je n'ai pas dit que je prenais l'Iran dans ce qu'il dit. Et là, c'est sérieux. Voilà. Il a un régime de Mollah que je condamne. Ouais. C'est inadmissible. Et que peut-être les événements d'aujourd'hui amèneront peut-être à ce qu'il y ait une profonde résistance à l'Iran. Et que peut-être qu'un jour, le système des Mollahs sera remplacé. Mais faites attention, l'Iran est un grand pays. Il y a du nationalisme. Et il est certain que c'est un grand problème. Ce qu'il faut, c'est le régler de façon définitive autour d'une table. Alors je pense que déjà, monsieur le président de la République des États-Unis va mettre son équipe pour reprendre les négociations avec l'Iran. Il faut que ça aboutisse et qu'il y ait bien sûr, sur ces négociations, l'accord d'Israël qui doit en faire partie. Car il s'agit de la vie d'Israël et de la défense d'Israël. Alors pour conclure, on va parler de vous. 2-3 questions sur vous. Pour conclure, vous, Pierre Mazeaud, dans quelques semaines, vous allez avoir 96 ans. Oui. Est-ce que l'âge, ça pèse? L'âge, ça pèse? Ça pèse. Bien sûr que ça pèse. Oui. On est vieux. Hélas, très vieux. Et alors? On dirait pas, hein, quand on voit comme ça. Si, je sais ce que j'ai l'âge. Hein? Mais d'être très vieux, ça m'amène souvent à évoquer un certain nombre de souvenirs, donc des souvenirs de ma jeunesse. Et ben c'est pas de mauvais souvenirs, ça me permet de mieux vivre. Qu'est-ce qui vous manque de votre jeunesse? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre jeunesse que vous aimeriez bien faire aujourd'hui? Ben peut-être ce que je ne peux plus faire. C'est-à-dire? Notamment d'aller en montagne, etc. La montagne, c'est... Et peut-être de jouer un rôle politique. Bien que mon rôle en politique, il faut le reconnaître, a toujours été très secondaire. Hein. Il a quand même compté. Il a compté. Hein? Oui, c'est vous qui le dites. Quand on va jusqu'à être président du Conseil constitutionnel, ça compte. Oui, ça c'est sûr, mais enfin, c'est pas un rôle purement politique, c'est avant tout un rôle profondément juridique de droit public. Et donc, quel autre souvenir de votre jeunesse vous avez en tête et vous dites, eh ben, j'ai fait des choses qui ont compté? Ben, je vous dis... à part l'alpinisme, la politique. Oh, je voulais dire, j'ai rien d'autre. Oui, j'ai eu la vie de famille, j'ai des enfants que j'aime, des petits-enfants, etc. Mais ça, j'ai eu une vie, je le répète, où ce qui a dominé dans ma vie, c'était la chance. Et de faire tout ce que j'ai fait, c'est pas grand-chose. Mais le bonheur que j'en ai tiré, c'est parce que j'ai eu de la chance. Vous avez eu de la chance. J'ai servi des gens, notamment en politique, qui étaient mes patrons, comme Michel Debré, comme Jacques Chirac, etc., avec qui j'étais profondément ami, que j'ai aidé et qui m'ont beaucoup aidé en retour. Et puisque vous dites, je suis vieux, l'âge, ça pèse, ça veut dire que vous pensez à la mort? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, vous le verrez, monsieur Aziza, quand vous approcherez mon âge, eh bien, vous verrez que... Il faut y arriver. Oui, mais ça, je vous le souhaite, parce que... Non, il faut le souhaiter, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on peut espérer avoir des vies plus longues. Mais on y pense au travers des souvenirs qu'on a et qui nous rappellent un certain nombre de choses. Et on se rappelle qu'on n'aura plus la même vie, donc on pense à la fin de celle-ci, c'est-à-dire à la mort. Mais enfin, bon, là, on verra bien. Et quand vous pensez à la mort, vous vous dites quoi? Je me dis encore que dans la mesure où j'ai encore quelques réactions,
Pas trop vite, attendons encore un petit peu de temps. 100 ans. Chez nous, on dit jusqu'à 120 ans. Non. Alors là, on est complètement gâteux. Et puis Parce que vous n'êtes pas gâteux, hein? Si, je commence et on marche moins bien, on a des souffrances physiques. Ouais. C'est les petits malheurs, les petits ennuis des vieux. Et alors, ce sera la dernière question, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de vous, Pierre Mazeaud? Bon, je ne souhaite rien, dans la mesure où je suis convaincu qu'on n'a rien à retenir. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Dans mes milieux, bon, en politique, j'ai encore quelques vieux amis de ma génération. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Il n'y en a plus beaucoup parce qu'ils sont morts avant moi. En montagne, j'en ai perdu beaucoup aussi. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez? Ah si, il y en a un qui a le même âge que vous, c'est Édouard Balladur. Oui, je l'ai eu il y a 1 an au téléphone. Ça m'a fait plaisir, non pas de le déranger, mais de l'entendre, dans la mesure où j'avais trouvé un de ses papiers sur l'Europe particulièrement intéressant, dans la mesure où dans ce papier, qui était remarquable, il défendait, sur la notion de l'Europe, la nécessité de la souveraineté des différents pays. Et donc, pour revenir à la question que je vous posais, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous, en 3 mots? Ben, un homme qui a eu des convictions. Ah oui. Je les ai eues en montagne, avec les meilleurs alpinistes du monde avec qui j'ai eu la chance de grimper, et avec les hommes politiques que j'ai beaucoup aimés, dont j'ai pas partagé les convictions, et qui ont finalement les uns et les autres qui m'ont appris la vie et appris à vivre. Alors moi, bon, bah, je vais vous dire qu'on me donne encore 2 ou 3 ans, quoi. Eh bien, on va les attendre avec vous, on va les passer avec vous. Merci Pierre Mazeaud d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, cher Merci Aziza. de nous avoir partagé cette mémoire, votre mémoire, de votre vie de la 5e République. Bonne fin de journée sur Radio J. À dimanche prochain. Oui, mais sur la mémoire, puisque vous parlez de la mémoire, Ouais. sachez que je n'ai plus tout à fait la mémoire d'un jeune homme de 30 ans, ce qui est votre cas. Bon, pas tout à fait. Mais hélas, quand on est vieux, on la perd un peu. Merci en tout cas, Pierre Mazeaud. Merci.